Dans la formation en soins infirmiers, on utilise beaucoup son matériel. Dans le livre de Margot Faneuf, elle présente un certain nombre de besoins. Elle a un listing là, des types de besoins. Le chercheur, à l'origine de la théorie des besoins, s'appelle Abraham Maslow. Abraham Maslow. Et probablement qu'au secondaire, vous avez eu, si vous avez eu le cours sciences morales, pas le cours sur les religions, mais l'autre cours sur l'éthique et sciences religieuses, mais éthique et culture. Éthique et culture, en tout cas. Vous avez peut-être eu une introduction à la pyramide des besoins de Maslow. C'est une théorie qui est très connue. Et moi, je ne fais pas référence aux besoins de Margot Faneuf, parce que dans la théorie de Maslow, il y a déjà tout de très bien expliqué. Et si on prend les besoins décrits par Margot Faneuf, on peut toujours les relier à l'un ou l'autre des besoins déjà expliqués par Abraham Maslow. Fait que moi, je préfère enseigner Maslow parce qu'il est universel. Si vous travaillez en équipe avec d'autres infirmières qui ont été formées ailleurs qu'André Laurando, ce qui n'est pas possible, là, parce qu'il y a plein d'autres cégeps qui fait la formation en soins d'infirmiers, ça se pourrait que vous tombiez sur d'autres modèles. Alors, pour jouer le plus safe possible, comme on dit en latin, je vais vous présenter la théorie de Maslow, puis peu importe l'autre modèle qui va vous être présenté par la suite, vous allez toujours pouvoir le relier à l'un ou l'autre de ces besoins-là. Cette théorie-là, elle est très populaire, ce qui fait qu'elle est très, très mal comprise, fondamentalement. Et je vais essayer de vous faire comprendre la logique conceptuelle derrière ce modèle-là pour que vous soyez capable d'adapter vos interventions aux caractéristiques spécifiques de vos patients. Alors, la théorie de Maslow dit que nous avons, tout le monde, un certain nombre de besoins. Puis un besoin, ce n'est pas quelque chose de subjectif. Ça ne dépend pas de ta culture, de ton éducation. C'est pas quelque chose de subjectif. Un besoin, c'est un manque. Il te manque quelque chose pour continuer à exister, à être bien, à être en santé, à être vivant, éventuellement. Tu as besoin de ça. Fait que, normalement, toute société devrait s'assurer de combler les besoins de la population. C'est un droit fondamental que de combler les besoins de tout le monde. C'est un droit fondamental. La Charte des droits et libertés, puis les droits de la personne là, qui est dénoncée de l'ONU, dit qu'il faut combler les besoins de tout le monde. Il faut combler les besoins. Maintenant, ces besoins-là qui sont, on pourrait dire, objectifs, qui sont pas subjectifs, peuvent être comblés par des objets. Des objets. Face à ces objets-là qui comblent un besoin, on va ressentir un désir. Le désir, est-ce qu'il est objectif ou subjectif? Subjectif. Alors, ce désir, il est subjectif. Le mot subjectif vient du mot sujet. Le sujet, c'est la personne. Chaque personne va éprouver subjectivement un désir à l'endroit d'un objet. Ce qui veut dire que si c'est subjectif, on peut éduquer des gens, on peut influencer des gens à éprouver des désirs envers certains objets. Par exemple, un téléphone cellulaire, vous pouvez dire, écoute, j'ai besoin de mon téléphone cellulaire. Vous allez dire ça, ce mot-là, j'ai besoin de mon téléphone cellulaire. Mais non, c'est une erreur de langage. Vous n'avez pas besoin de téléphone cellulaire. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être en relation avec les autres,
Ça, c'est un besoin fondamental de tous les êtres humains. Et vous utilisez le téléphone cellulaire pour entrer dans un type de relation avec les autres. Il y a des gens qui vont désirer, mettons, une bonne bavette là, ou un steak ou un tartare, par exemple. Tu as l'eau à la bouche, tu vas désirer manger ce plat appétissant, mais quelqu'un qui est végétarien ne va pas éprouver aucun désir face à la viande que tu bouffes. Lui, il va avoir une feuille de salade, là, il va éprouver un désir intense. Bon, je ne le comprends pas, mais je ne partage pas nécessairement ce désir. Mais non, mais je le comprends, parce que les deux désirent des objets différents, mais les deux ont le besoin de s'alimenter. Fait que dans le langage courant, on confond le désir et le besoin. Puis c'est correct dans le langage courant qu'on fasse ça, mais quand on est un professionnel qui intervient auprès de la santé publique, et vous en êtes, j'en suis aussi en éducation, les éducatrices, les enseignantes au préscolaire, primaire, secondaire, même au niveau supérieur, on a une préoccupation de combler des besoins particuliers des enfants et des grands par des objets qui sont appropriés. Fait que les Vietnamiens, j'ai une amie vietnamienne qui me contait ça, un des bonbons qu'ils aiment beaucoup, c'est des poulpes qui sont plantées au bout d'un petit bâton. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été un peu... qui sont nés au Vietnam. Un poulpe, vous savez, c'est quoi un poulpe? C'est une genre de pieuvre, là, de Et ces enfants-là vont aimer, comme un bâton. Nous, c'est un popsicle. Au Québec, on mange ça. En tout cas, je ne sais pas vous, là, mais moi, mes enfants, l'été, ils aiment ça. Enfin, c'est pas un poulpe. Je vous mettrais un poulpe au bout d'un bâton. Pas sûr qu'il ressentirait un grand désir de manger ça. Mais tu donnes un bâton de popsicle à un enfant vietnamien, il ne va pas avoir aucun désir de manger ça, un autre de l'eau coloriée, chimique, avec du sucre, tu sais. Il ne va pas comprendre pourquoi on a besoin de ça. En fait, on n'en a pas besoin, on a le désir. Et on peut façonner ce désir-là. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est la distinction entre besoin et désir. Et faites-vous pas avoir au langage. À chaque fois que vous voyez quelqu'un dire qu'il a besoin de quelque chose, d'être attiré par un objet, de quelque nature soit cette attirance-là, que ce soit pour manger quelque chose, ou pour toucher quelque chose, ou pour regarder quelque chose, il ne s'agit pas là d'un besoin, il s'agit là d'un désir. Chaque désir que vous éprouvez, vous pouvez le relier à l'un ou l'autre des besoins de Maslow. Alors, il y a une hiérarchie que Maslow a illustrée sous la forme d'une pyramide. Certains textes présentent 5 niveaux, certains textes présentent 7 ou 9 ou 12 niveaux. J'ai vu jusqu'à 12 niveaux. Nous, on va y aller avec la version simplifiée de Maslow, une version à 5 niveaux. 4, 5. Alors, les niveaux de besoin. Alors, je vais vous présenter les principes dynamiques de la théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow. Alors, premier principe. Chaque besoin constitue une source de motivation. Un besoin, c'est une source de motivation. Savez-vous d'où vient le mot motivation? De mouvement. Ça vient du mot moteur. Devinez la racine du mot émotion. Même affaire. Mouvement. Il y a quelque chose du mot. Un moteur, ça met. S'il n'y a pas de moteur dans ton auto ne bouge pas. Tu mets un moteur dans l'auto peut bouger, il peut se mettre en mouvement. Alors, quand tu as un besoin, tu as une motivation à te mettre en mouvement vers un objet
qui va combler ce besoin-là. Tu as un manque. Il y a une psychanalyste que j'ai déjà aimé beaucoup. Je vais en dire que je l'aime moins. Françoise Dolto. Les psychanalystes, j'ai un peu de misère parce que souvent ils délirent. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu du carré magique. Tu sais, c'est une petite plaque. C'est plate, là, puis tu as des tuiles. En fait, tu as 9 cases, mais tu as juste 8 tuiles. Il en manque une. Puis parce qu'il manque une tuile, tu peux glisser. Mettons, c'est des chiffres, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis vu qu'il y a un trou, tu peux les glisser pour mettre les chiffres en ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si vous représentez. Alors, écoutez bien ça. L'année prochaine, on va parler de deuil, de crise, de suicide. Puis le cours comportement 1 est une introduction au cours de comportement humain 2, où on va parler de problèmes plus élevés, un peu. D'où les demandes de rencontrer le prof pour d'autres choses que les questions d'examen. Alors, quand on ressent un manque, on n'a pas de plaisir. Il y a une souffrance qui est associée avec ce manque-là. Quel que soit le manque. Mettons, tu as soif, tu n'es pas bien. Quand tu as jeûné, tu n'es pas bien. Quand tu te fais quitter par quelqu'un que tu aimes, tu n'es pas bien. Quand tu échoues un examen, il n'y a pas d'euphorie qui vient avec ça. Tu n'as pas un stress quand il y a un manque. Et ce manque-là te met en mouvement vers un objet. Et quand tu assouvis ton désir avec cet objet-là, là tu vis un stress. Quand tu bois un verre d'eau et que tu as soif, cette gorgée d'eau-là te procure un stress, une joie, un plaisir. Quand tu combles un désir, tu tripes. C'est agréable. Quand tu as bu ton verre d'eau, quand le besoin est comblé par un objet approprié, c'est sûr que si tu as soif, puis que on te donne un livre, ben cet objet-là, même si c'est un traité sur l'eau potable, c'est-à-dire, ça ne va pas te combler. Il y a des catégories d'objets qui correspondent aux catégories de besoins. Ça prend un peu de discernement. Quand le besoin est comblé, tu éprouves un plaisir. Mais qu'est-ce qui arrive avec la motivation? La motivation tombe. L'objet de ton désir de tantôt ne te procure plus de désir. Mettons que tu as bu de l'eau, tu te retires, tu t'éloignes de l'abreuvoir. Tu ne dis pas une autre petite gorgée. Si tu te dis une autre petite gorgée, ça veut dire que ton besoin n'était pas tout à fait comblé. Mais tu perds ta motivation. On perd notre motivation. Il y a des gens qui s'inscrivent au cégep, puis après 3-4 semaines, à un moment donné, ils éprouvent un sentiment de perte de motivation. Il y a des gens qui sont en couple, ils ont travaillé toute la soirée, payer des verres, danser, faire plein d'affaires qu'ils n'ont pas le goût de faire pour obtenir l'objet qu'ils ont le goût d'avoir. Puis une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont juste le goût de sacrer le camp, ou qu'elle sacre son camp, ou de s'éloigner, ou de lâcher les cours, ils n'ont plus le goût de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le besoin, il est comblé. Mettons, tu manges, à un moment donné, juste regarder ton assiette à tes cœurs. Autant elle t'attirait avant de manger, autant quand tu as mangé 3-4 bouchées de trop parce que tu étais parti sur ton élan, là, tu dis, montre-moi plus ça, je suis plus capable même de le regarder. Tu as mal au ventre, tellement t'es comblé. Le mouvement, il est inverse par rapport au même objet. Voilà. Alors,
lorsqu'un besoin, un niveau de besoin est comblé, il y a une activation du niveau de besoin, niveau supérieur. Ces besoins-là, une fois qu'ils sont comblés, après un certain temps, ils réapparaissent. De toute façon. Fait que, mettons, tu manges parce que tu as faim, il te manque les nutriments dans ton organisme, ton hypothalamus te dit « OK, go, on a un sentiment d'appétit, là tu vas manger ». Ton aliment va désactiver ton hypothalamus qui va t'envoyer un sentiment de satiété, tu n'as plus faim. Puis ce que tu désirais dans ton assiette, tu ne le désires, non seulement tu ne le désires plus, mais même tu peux en éprouver une répulsion. Après un certain temps sans manger, le manque réapparaît, et en réapparaissant, ce qui t'écœurait 8 heures plus tôt, tu te remets à le désirer, puis avoir encore le goût de manger. Ça peut arriver pour à peu près n'importe quel objet. Il y a des relations de couple qui sont comme ça. Il y a des projets de vie au travail qui sont comme ça. Et ta motivation, si tu ne la comprends pas, si tu ne comprends pas les mécanismes de la motivation, tu es manipulé par les événements de ta vie sans comprendre pourquoi tu es instable dans les choix que tu fais dans ta vie. Par rapport à ton conjoint, tes conjoints, par rapport à tes projets d'études, par rapport à n'importe quoi. Si tu es instable dans ta motivation, c'est parce que tu n'as rien compris à qui tu es, toi-même, et comment la machine motivationnelle fonctionne. Si tu comprends la théorie de la motivation, si tu comprends une théorie, n'importe quelle théorie, si tu comprends une théorie, tu vas être capable d'avoir du pouvoir sur l'objet de cette théorie-là. C'est pas parce que tu récites une théorie que tu la comprends. Tu comprends une théorie quand tu utilises cette théorie-là pour avoir du pouvoir sur l'objet de la théorie. Tu comprends la théorie de la motivation? Tu n'es pas juste capable de dire événement déclencheur, réaction physiologique, analyse cognitive. Amen. Tu es capable d'analyser des événements déclencheurs et de contrôler les événements déclencheurs. Tu es capable de contrôler les réactions physiologiques d'un individu pour évacuer le trop-plein d'émotions. Et tu es capable d'analyser l'événement déclencheur et les réactions physiologiques pour faire une relation d'aide appropriée à la personne et résoudre son problème. Tu es capable de faire de quoi avec la théorie, peu importe la théorie, au lieu de juste la réciter. Le problème avec l'école, c'est qu'on ne vous entraîne pas à utiliser des théories, on vous entraîne à les réciter ce moment-là. Ça vous donne l'impression que vous comprenez des théories. Alors, bullshit. C'est autant vrai en bio, en pharmaco, qu'en psycho, ou en socio, ou toutes les autres. Alors, maintenant, la hiérarchie, dans quel ordre les niveaux, dans quel ordre doit-on combler nos besoins? Vous l'avez probablement déjà vu quelque part. Est-ce que vous savez c'est quoi le premier besoin à combler? Le besoin de quoi? Besoin physiologique. Quel est le premier besoin physiologique? Respirer. À l'urgence, là, c'est le premier. Tu passes avant tout le monde si tu as un problème respiratoire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la respiration, c'est le premier des besoins? Parce que ton manque, aussitôt que tu manques d'oxygène, c'est-à-dire tu le ressens très rapidement. Mettons, tu manges. Tu peux attendre une couple d'heures avant de remanger. Mettons, tu ne respires pas. Tu ne peux pas attendre une couple d'heures avant de prendre ton respire. Le manque se représente extrêmement rapidement. Alors, c'est à cause de la nature du manque, donc de son effet sur le corps, et de la vitesse avec laquelle ce manque apparaît, qui nous permet de classer de façon hiérarchique les besoins de Maslow. Alors, besoin physiologique, c'est tout ce qui est lié à la survie du corps. Je pourrais vous les... Donc, le manque est ici. Je ne sais plus si j'ai terminé, je pense que j'ai coupé, j'ai interrompu. Hein. Alors, les manques, on ne les aime pas, nos manques.
On n'aime pas ça ressentir la douleur d'un manque, sauf que c'est ça qui te met en action dans ta vie. Vous devriez triper quand il vous manque quelque chose, parce que c'est cette douleur-là qui vous met... Tu sais, la douleur, on n'aime pas ça, la douleur. La douleur, ça te donne une information. Mettons que je jase avec la visite, puis j'ai la main sur le rond du poêle. Je ne me rends pas compte qu'il est allumé. Ce serait important que j'ai une sensation qui dit « Hey, où il se passe de quoi là? » pour que je puisse avoir une action. Quand tu as mal quelque part, c'est ton corps qui dit « Excuse-moi, je voudrais attirer ton attention quelques instants sur quelque chose qui se passe. » Ça active ta conscience, la douleur. C'est très important. C'est très adaptatif. Fait que quand il vous manque de quoi et que vous n'avez pas ça, réfléchissez bien parce que c'est une opportunité de développement personnel. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tes manques? Est-ce que tu te développes ou tu t'abrutis? Ça, c'est des stratégies personnelles. Alors, besoins physiologiques, c'est tous les besoins qui sont reliés à la survie. Tu as besoin de respirer pour vivre, tu as besoin de boire pour vivre, tu as besoin de manger pour vivre, tu as besoin de dormir aussi. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur le besoin de sommeil. On privait les gens de sommeil pendant des jours. Et on s'est rendu compte qu'ils développaient des problèmes de santé mentale assez catastrophiques. Là. Des symptômes de la schizophrénie avec des hallucinations et tout. Là. Fait que, quand le monde dort, foutez-leur la paix. Parce que si tu dis qu'un schizophrène, ça peut aussi être dangereux pour toi. Donc, voilà, l'apaisement de la douleur. Apaiser une douleur, c'est pas un caprice. Là. Quand tu as mal, tu as besoin d'être soulagé. Etc. Voilà, j'en oublie dessus. Éliminer, faire pipi caca, c'est quelqu'un, un enfant qui dit « j'ai besoin », c'est le bon mot. C'est le bon mot. Il répond à son besoin. Etc. Ça va pour ça. Une fois que tu as bien mangé, tu as bien bu, tu as bien dormi, émerge en toi. Là, tu n'as plus le goût de dormir, tu n'as plus le goût de... Si vous avez encore le goût de dormir, c'est probablement parce que vous n'avez pas assez dormi, ou peut-être parce que vous symbolisez le sommeil comme étant un instrument de fuite. Vos cours vous font souffrir, ou votre relation amoureuse vous fait souffrir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mettons là, tout va bien, puis à un moment donné, ta blonde ou ton chum te dit « Excuse, j'aimerais qu'on parle de telle affaire », puis ça l'arrête. Tes impôts, mettons, ou de ton beau-père ou ta belle-mère, tu as un feeling de fatigue qui tombe sur le corps. C'est comme juste parler de ce sujet-là, t'es fatigué. C'est pas parce que c'est un besoin physiologique, c'est que cet objet-là t'écœure, puis le sommeil, c'est une stratégie de fuite. Tu combles un besoin pour te sécuriser par rapport au sujet qui te menace. Donc, il faut bien lire les sensations qu'on éprouve. Est-ce que tu as vraiment faim? Quelqu'un qui éprouve le besoin de son cellulaire, mais peut-être qu'il ne le nomme pas bien, puis qu'il n'identifie pas le bon niveau de besoin auquel le cellulaire est. Besoin physiologique. Que se passe-t-il lorsque vous avez bien dormi, vous avez fait pipi, vous avez bien mangé? Qu'est-ce qui arrive? Première chose qui arrive, vous n'avez plus le goût de dormir, plus le goût de boire, plus le goût de manger. Mais, là, vous activez le besoin de niveau 2. Le besoin de niveau 2, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? C'est quoi? Sécurité. Alors, sécurité. Alors, le besoin de sécurité, c'est le besoin d'être protégé. Que demain, tu vas manger. Peut-être que tu n'as pas faim aujourd'hui, mais tu le sais que demain, tu vas avoir faim, fait que tu vas aller chercher une pomme, pas pour combler ton besoin d'aujourd'hui, mais pour combler ton besoin de demain. Alors, être attiré par une pomme ou de la nourriture, l'objet peut répondre à deux besoins différents. Qu'est-ce que tu vas faire avec la pomme si tu es au niveau 1? Tu en manges tout de suite parce que tu as faim tout de suite. Si tu es au niveau 2, tu la mets dans ton sac. Comme ce matin, peut-être que vous avez pris une pomme ou un lunch, puis c'est de la nourriture,
Fait que souvent, quand on comprend mal la théorie, on dit « Ah, besoin de manger, c'est niveau 1. » Mais si ton lunch, tu mets dans ton sac pour cet après-midi, ben c'est pas vrai que quand tu as voulu prendre ton lunch et le mettre dans ton sac, ça comblait un niveau 1, même si c'est de la nourriture. Tu as fait un lunch, c'est pour un besoin de sécurité. Ce midi, quand ça va faire, mettons, 5, 6, 7 heures que tu n'as pas mangé, peut-être que là, ce même lunch qui comblait un besoin de sécurité va devenir un lunch qui va combler un besoin physiologique, parce que là, quand tu vas sortir de ton lunch, tu vas avoir faim. Comprenez-vous l'idée? Puis des fois, tu n'as pas faim. Là, tu écoutes une annonce à la télévision où quelqu'un prépare, mettons, un repas, puis là, tu regardes ça à la télé, puis oh my God, ça a l'air tellement bon, que là, bing, tu te mets à avoir faim. Tu n'as pas faim physiologiquement. Tu n'as pas de besoin physiologique, mais il manipule par des objets ton désir. Si tu n'as pas besoin de manger, mais tu désires manger. C'est pas la même chose. Il y a besoin de sécurité. Donc, la sécurité, c'est le fait de se protéger contre des problèmes physiologiques. Mettons, se protéger contre un agresseur, se protéger contre des situations qui vous font souffrir. Il y a des gens qui aiment être en couple pour se sentir en sécurité. Alors moi, j'aime telle personne. Pourquoi? Parce qu'il va faire un gros salaire. Alors moi, je m'en vais en soins infirmiers. Pourquoi je m'en vais en soins infirmiers? Parce que ça nous donne accès à des médecins. Et éventuellement, je vais marier un médecin. C'est pas... c'est un besoin de sécurité. Il y a des gens qui se font des amis pour combler des peurs. Dans la vie, tu as besoin d'être à deux pour faire face à l'adversité. Donc, c'est des besoins de sécurité. Et tu vas avoir l'impression d'aimer cet objet qui est ton chum ou ta blonde, mais ce désir-là que tu appelles amour, tu dis « je t'aime », c'est pas un « je t'aime » amoureux, c'est un désir sécurisé. Tu me sécurises. Sauf que c'est dire ça à ton chum, c'est pas, mettons, turn on beaucoup, là. Tu dis « je t'aime », mais dans le fond, il te sécurise. Et à chaque fois que tu te retrouves toute seule dans des situations de danger, tu penses à cet objet qui te sécurise. Tes parents, peut-être. Tes parents, ou ton chum, ou un diplôme. Il y en a qui s'en vont en soins infirmiers. Pourquoi tu es en soins infirmiers? Pourquoi je m'en vais en soins infirmiers? Parce qu'il y a de la job en soins infirmiers. Et c'est pour cette raison-là. S'il y avait eu un autre emploi plus simple, avec des études plus simples, où il y a de la job, mais c'est là que j'aurais été. Pourquoi? Parce que c'est pas les soins infirmiers que je veux. C'est la sécurité que je veux. C'est pour ça que je suis là. Je ne vous demande pas pourquoi vous êtes en soins infirmiers. Ce serait trop compromettant, là. Parce qu'il y a plein de raisons différentes pour être dans ce même objet qui s'appelle les soins infirmiers. Donc, besoin de sécurité, d'être protégé. Le troisième niveau, une fois que tu es sécurisé, qu'est-ce qui arrive? Une fois que mettons là, tu réussis à être infirmière, puis tu es en soins infirmiers pour ta sécurité. Qu'est-ce qui arrive avec ta motivation? Elle va tomber. Tu vas être en soins infirmiers, tu vas rester pour la sécurité d'emploi, parce que tu as un syndicat et tu es protégé, mais ta motivation à faire ton travail, ça va être zéro. Ça arrive partout. Là. Il y a des profs qui sont profs, qui font juste attendre leur retraite, puis continuent d'être profs pour la question de sécurité. Ça compte ce besoin-là. S'en fout que les étudiants l'apprennent ou ne l'apprennent pas, parce que de toute façon, peu importe la moyenne qu'il y a dans les classes, je vais te payer pareil, moi là, non. Je ne vais pas me faire chier, je ne vais pas me faire suer à corriger des examens longs à corriger. Je vais faire des questions A, B, C, D, mais plus faciles à corriger. Comme ça, je vais avoir mes soirées, je ne perdrai pas ma job. Fait qu'essayez de voir de quelle façon fluctue votre motivation à être en relation avec quelque objet de votre vie que ce soit. Vous êtes capable d'identifier quel niveau de besoin, quel niveau d'épanouissement personnel vous êtes arrivé à travers cet objet-là. Le troisième niveau de besoin, c'est le besoin d'amour et d'appartenance. L'être humain est un animal social. Peut-être dans vos cours en
psychologie sociale ou en sociaux, vous le voyez ça, on a besoin d'être en relation avec les autres. En même temps, nous dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Les autres, c'est l'enfer. Les autres, ils nous écœurent, ils nous dérangent, mais en même temps, ils nous interpellent. On en a besoin. C'est une relation d'amour-haine, les autres. On les aime, on les haït, on ne veut pas se passer d'eux. Alors, besoin d'appartenance. Alors, pour ne pas être seul, pour être aimé de quelqu'un, je vais faire des choses que je ne ferais pas si l'autre ne serait pas là. À l'adolescence, c'est particulièrement puissant. À l'adolescence, il y a un très, 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 très fort besoin d'eau. On va voir ça plus l'année prochaine. À l'adolescence, tu peux fumer la cigarette pour avoir des amis. Puis, rappelez-vous, les fumeurs, rappelez-vous la première porte de cigarette, là, ou la première gorgée de bière. Dégueulasse! Tu pues au bout. Mais tu continues, pas pour combler un besoin physiologique, mais pour avoir des amis. Tu vas rentrer dans une gang, tu vas casser des vitres, tu vas faire des affaires, puis à l'intérieur de toi, tu as une petite voix qui dit « Non, fais pas ça, fais pas ça. » Mais tu vas le faire pareil parce que tu as le regard des autres. Ça te prend un tatou, absolument. Ça te prend des mèches de couleur, ça te prend... On se conforme beaucoup aux autres parce qu'on se voit soi-même à travers le regard des autres. Alors, il y en a qui sont en soins infirmiers. Pourquoi ils sont en soins infirmiers? Parce qu'après le secondaire, leurs amis se sont inscrits en soins infirmiers. Puis pour ne pas perdre mes amis, je m'en vais en soins infirmiers. Ou ma mère est infirmière. Puis ma tante est infirmière, je l'aime beaucoup, puis ça fait partie de la famille, puis tu ne veux pas te dissocier de cette tradition, de cette influence-là, puis tu fais comme les autres. Puis c'est pas fin, c'est pas correct. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est des besoins, c'est objectif. Alors, on a besoin de faire partie d'un groupe. Puis quand on est la seule à avoir quelque chose de particulier, on sent notre différence, puis ça peut être difficile à porter ce regard. On a besoin d'amour. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un. On a besoin d'être aimé par quelqu'un. Il y a des gens qui vont sortir avec une personne parce que cette personne-là les aime tellement. Mon chum, il vient, me dit, je suis belle, je suis fine, il est aux petits soins avec moi. Fait, je l'aime. Je ne l'aime pas parce que je l'aime. Je l'aime parce qu'il comble mon besoin d'amour. Et on aime tous les deux la même personne, c'est-à-dire moi, qui m'aime. Et si je rencontre quelqu'un qui m'aime encore plus que mon chum, ben, je vais être séduit par cette personne-là. Je vais avoir l'impression, oh my God, je l'aime tellement. C'est pas parce que je l'aime, c'est parce que cet objet-là comble encore mieux mon besoin d'être aimé. C'est pour ça que je suis avec. Le problème, admettons que je suis avec quelqu'un pour des besoins d'appartenance, c'est parce que je ne veux pas être seul. Mettons que quelqu'un est tout seul. À tous les vendredis soirs, elle se retrouve toute seule. Et c'est pénible parce qu'elle est avec la personne la plus plate qu'elle connaisse, c'est-à-dire elle-même. Fait que là, elle se met à penser à toutes ses amies. Elle appelle ses amis. Ah, salut, je pensais justement à toi. Okay. Puis elle fait sa liste là, pour trouver quelqu'un. N'importe qui, presque. Je ne veux juste pas être seul. Fait que cette personne-là qui souffre de solitude, elle va être attirée par quelqu'un. Là, ils vont sortir ensemble. Quand elle sort avec le gars, qu'est-ce qui arrive à sa motivation? Est-ce qu'elle est seule? Non. Elle n'est plus seule. Donc, son besoin d'être avec lui est comblé. Qu'est-ce qui arrive à l'affection qu'elle a pour lui? Ça tombe. Et il y en a, c'est fascinant, là. Ils désirent au bout de quelqu'un, ils sont avec, puis oh my God, j'ai plus le goût. Fait que là, il reste encore une semaine ou deux, par culpabilité, mais il l'aime plus du tout. Puis aussitôt qu'il quitte, puis je suis seul, donc je retrouve ma motivation d'être avec quelqu'un. Fait que tu as des couples accordéons, que j'appelle, là, qui se lâchent, qui sont ensemble, qui se lâchent, qui sont ensemble, qui se lâchent. Ils s'aiment quand ils ne sont pas ensemble. Ou qui passent d'un à l'autre pour la même raison. Alors, besoin d'appartenance, besoin d'amour. Une fois que ça c'est comblé, on va activer le besoin numéro 4, qui est le besoin d'estime. On a besoin d'avoir le sentiment qu'on a de la valeur comme personne. Je suis quelqu'un d'important.
Je suis quelqu'un de valable. Il y a des gens qui éprouvent du mépris à leurs propres égards. Ils n'ont pas atteint le niveau d'estime de soi. Ils sont encore dans le besoin de sécurité. La femme qui se fait violenter par son chum régulièrement, elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même. Parce que quand elle sort de l'hôpital, elle retourne voir son chum parce qu'elle se dit une fille laide et pas intelligente comme moi, je pourrais jamais avoir quelqu'un qui va m'aimer pour de vrai. Fait que je vais aller, à cause de mon besoin d'appartenance, d'être en couple, peut-être un besoin de sécurité, quoique. Je vais rester avec ce gars-là, comme compensation. Ça me fait penser. À un moment donné, je faisais du canoë camping avec un de mes amis, à une époque où j'avais du temps et pas d'enfants. Ça va ensemble. Et puis, on est parti pendant 15 jours en canot dans le Basse-Catane, dans le nord du Québec, nord-ouest québécois. Là. Fait qu'on est parti 14 jours, puis on a apporté 7 jours de nourriture. Parce que dans ces régions-là, il y a du poisson, des lacs. Au bout de quelques heures, on va manger du poisson. On va manger du poisson. On n'a pas de poisson. Fait qu'on a eu comme un manque au niveau physiologique. Et on avait faim, écoute, on a essayé de gruger toutes sortes de racines. Puis, tu sais, il faut que tu les connaisses, les racines, parce que c'est vraiment. C'est pas des bons objets. Et puis, à un moment donné, dans le fond de mon sac, on a trouvé un Ziploc avec des saucisses high grade. Tu sais, des saucisses d'épicerie, là, qui étaient un petit peu vertes et dans un gluant assez particulier. Délicieux. Délicieux. Tu mets ça sur un petit bâton, tu carbonises un petit peu ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Et on tripait vraiment, là, chacun 3 saucisses, là, c'était au bon moment. Mais depuis notre retour à Montréal, puis là je parle de ça il y a peut-être 30 ans, là, de ça, 30-40 ans, mais je n'ai plus jamais remangé de saucisses high grade, même fraîches. Mon désir est... J'ai trouvé beaucoup de besoin de manger, mais c'est comme cet objet-là, il est barré à vie. Alors que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était vraiment la jouissance totale, là, de petits croquants, là. Enfin, bref. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Alors, une fois que ton besoin d'amour est comblé, ton besoin d'avoir de la valeur est important. Et, admettons que ta mère, elle te dit « Ah, il est beau ton dessin » ou tu joues au hockey avec ton père dans le ruelle, puis tu shoots, puis tu comptes un but, ouais. Alors, ça te valorise un peu. Sauf que le compliment qui nous vient de nos amis, il est biaisé. Ça ne nourrit pas parfaitement ton besoin d'estime de toi. Et souvent, on continue à ne fréquenter que nos amis ou nos parents qui nous estiment par besoin d'amour, appartenance, et non pas d'estime. Quand un inconnu pour qui tu n'es rien de particulier te dit « Oh, bravo, ça c'est un excellent travail », cette rétroaction-là sur ta valeur, elle est parfaitement neutre. Fait que tu sais que ça a une valeur estimable sur l'estime de soi. Quand vous avez un diplôme, c'est pas ton père ou ta mère qui te donne ton diplôme. C'est une institution, des profs, des inconnus que tu as fréquentés pendant 2 ans, 3 ans, que tu ne reverras plus jamais dans ta vie, qui t'ont donné une bonne note. Donc là, tu dis, cette note-là, c'est moi. C'est une estimation de la valeur que j'ai, et puis tu as besoin de cette estime, de cette rétroaction positive sur toi. Et à l'adolescence, on la cherche beaucoup, ça. On cherche à se faire voir, parce qu'à travers le regard des autres, non seulement on a un sentiment d'appartenance, voire d'estime, mais d'amour, mais aussi d'estime. Quelle est la valeur que j'ai aux yeux des autres? C'est comme ça que j'intériorise la valeur que j'ai moi. On a besoin de succès, et de succès authentique. Ces besoins-là peuvent être comblés. Le dernier besoin, lorsqu'il émerge, il finit en pointe, là, pourquoi?
parce que voyez ça comme étant de l'infini. Il ne peut jamais être totalement comblé. Et c'est le seul besoin pour lequel on n'arrête jamais de désirer des objets. On n'arrête jamais d'être en mouvement vers cet objet-là. Mais il faut s'y rendre. Vous ne pouvez pas vous rendre au niveau 5 si vous n'avez pas les autres besoins de combler. Et ce dernier besoin, c'est le besoin d'actualisation. Vous allez voir, il y a d'autres termes qui sont utilisés pour décrire ce besoin-là. Je vais vous donner un terme synonyme. Je vais l'écrire au-dessus à cause d'une question d'espace, mais ils sont synonymes et équivalents. C'est le besoin de réalisation. Il faut se réaliser. Alors, se réaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à se développer sur le plan personnel. Développer ses connaissances, se développer au niveau de notre personnalité, de nos compétences. Et si on est avec un objet, que ce soit une profession ou un conjoint, où on se sent plafonné dans la vie, où tu sens que tu n'évolues pas, si ton besoin, c'est un besoin de sécurité, tu vas être comblé par ce besoin-là. Mais si ton besoin de sécurité il est comblé, puis que tu sens que tu n'avances pas, tu n'évolues pas comme personne, tu vas perdre ta motivation d'être avec cet objet-là. Alors, je donne un exemple. 5 raisons différentes pour lesquelles choisir un conjoint ou une conjointe. 5 raisons différentes pour un même objet. Puis après ça, je vais le faire avec une profession, mettons soins infirmiers. Alors, je peux être avec un conjoint pour combler des besoins physiologiques. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ça? Vas-y. Ça va être quelqu'un qui a de l'argent, qui va lui donner de la bouffe, qui va lui... Ça serait sécurité. Ça serait sécurité. Ton besoin physiologique, il est maintenant. C'est ça, qui achète un lunch, qui paye à manger. Ça voudrait dire que je sors avec cette personne-là le temps du lunch. Ça pourrait. Je sors avec toi. Ça pourrait aussi être pour des besoins strictement sexuels. Je te désire tant et aussi longtemps que l'acte n'est pas consommé. Une fois que l'acte est consommé, ma motivation d'être avec toi tombe immédiatement. Tout. J'ai juste le goût que tu t'en ailles. Je reste poli parce que je ne vais pas me faire casser la gueule. Je reste poli pour des raisons de sécurité. Je reste poli avec toi en espérant que quand tu vas partir, tu ne me casseras pas la gueule ou tu ne vas rien me prendre de mes effets personnels. Fait que c'est des relations de couple qui ne durent pas longtemps. Besoin de sécurité, ça serait je suis avec quelqu'un parce qu'il a une bonne job, il y a de l'argent, puis je me vois avec à long terme parce que je vais avoir une maison, une cabane à chien, une haie, une piscine. Je vais être en sécurité avec toi. S'il perd sa job, je ne l'aime plus. Je ne l'aimerai plus. Si je vais le laisser, j'aurai plus d'intérêt d'être avec cette personne-là. Je sors avec mon chum parce qu'il y a une auto. Il n'y a pas d'auto, il ne m'intéresse plus, ce gars-là. Besoin d'amour, appartenance. Je sors avec mon chum ou avec ma blonde. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Ou parce que toutes mes amies ont des chums. Ça me prend un chum aussi. Ou une blonde. Pour être comme les autres. Ah, t'as pas de chum. T'es libre, je suis libre. Go. Allons-y. Besoin d'estime. Pourquoi je sortirais avec quelqu'un par besoin d'estime? C'est capable. C'est quoi? Capable d'être avec quelqu'un. Non. Parce qu'il passe. Quel genre d'objet je recherche? Je cherche, mettons, le capitaine de l'équipe de football ou quelqu'un qui est prestigieux. C'est mon trophée. C'est mon trophée. La spitoune qui est habillée comme Hollywood, là, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Oh, wow! Je t'admire, t'es donc bien bonne.
Besoin d'estime. À cause de sa profession, à cause de son prestige personnel, je sors avec un prix Nobel. Mon chum, il est auteur, il a été publié. Ou mon prof, pas mon prof, hein, c'est pas très prestigieux, ça. Mettons, mon prof de doctorat, de maîtrise, ou on dit qu'il a publié des articles qui quelque chose de prestigieux. Je sors avec cette personne-là pour le prestige qui m'éclabousse. Pourquoi je sortirais avec quelqu'un si je suis au niveau 5? Oui? Pour développer. Développer quoi? La relation durable. Elle m'apprend à me connaître moi-même. Alors, quelqu'un qui est dans l'actualisation, là, souvent je fais ça, je le fais plus parce que c'est gênant, là, mais essayez juste de répondre dans votre tête. Posez-vous la question, vous êtes en soins, vous infirmiers, pour laquelle de ces raisons-là? Répondez pas à moi, OK? Regardez ça là. Quand je le faisais avant, la plupart des gens, ils disaient, moi je suis au niveau 5, pourquoi? Parce que je veux apprendre. Ma motivation, je veux me développer, mon savoir explose, et puis j'ai le sentiment de confiance et tout. Donc là, je dis, si c'était vrai, mettons que c'est ça qui te motive, bien, tu aurais tendance à lire des textes en soins infirmiers qui ne sont pas les textes obligatoires à lire. Et les textes sont obligatoires, mettons, pour le test de lecture, tu les lirais toutes. Puis 2 puis 3 fois. Puis tu irais sur Internet chercher de nouvelles informations sur les sujets qui te passionnent. La fin de semaine, si tu as le choix entre écouter un film ou un documentaire sur la fonction cardiaque, ou un documentaire, tu serais intéressé par ça. Si à l'examen final, le prof te donne le choix entre 2 études de cas, soit l'étude de cas qu'on a eue à l'examen de mi-session, avec les mêmes questions, ou un autre cas complètement différent avec de nouvelles questions, laquelle tu choisirais? Si tu es en actualisation, tu ne choisirais pas le même cas de mi-session, même si tu es sûr d'avoir 100%. Parce que ce n'est pas de la sécurité que tu veux, c'est apprendre. Tu dirais à tes profs, tell me more. Exigez, donne-nous davantage, donnez-nous d'autres exercices qu'on puisse jouir du plaisir de se développer intellectuellement. Et quand je posais cette question-là, il y avait quelques mains qui s'étaient préalablement levées, qui se mettaient à baisser. Alors, si on veut s'épanouir, c'est pour ça qu'on ne peut pas se combler au niveau de l'actualisation, parce que le potentiel développemental humain est infini. Une personne de 125 ans peut continuer à se développer au plan affectif, au plan intellectuel, à peu près à tous les plans. Il peut même apprendre au plan moteur à faire des choses qu'il ne savait pas faire. On a l'impression que les personnes âgées perdent tout. Ils perdent un certain nombre de choses, ils ne perdent pas tout. Ils ne perdent certainement pas le potentiel à se développer de façon continue. Donc, voilà. Alors, à l'examen, je vais vous demander d'identifier parmi les personnages à quel niveau de besoin ils sont. Faites très attention, parce que la plupart des étudiants identifient le niveau de besoin par l'objet. Mettons, il y a de la nourriture. Bingo, c'est nécessairement besoin physiologique. C'est pas vrai. Je peux choisir de la nourriture pour un besoin d'estime. Quelle serait la motivation de quelqu'un qui est au niveau 4 pour de la nourriture? Un concours. Ah, mais élabore, là, parce que tu me dis juste un mot. Oui, je sais pas, genre, pour essayer de nouveaux plans. Votre réponse pourrait être à plusieurs niveaux. Il faut que vous me disiez suffisamment d'arguments, parce que pour essayer un nouveau plat, ça peut être par sécurité. Parce que certains types de plats me rendent malade, fait que je vais essayer différents plats afin de trouver, crime à quoi je suis allergique. Puis finalement, je découvre que tout ce qui a du gluten, ça ne me fait pas. Fait que je vais essayer des nouveaux plats pour des besoins de sécurité. Mais je peux essayer des nouveaux plats
par besoin de me réaliser. Je veux découvrir de nouvelles saveurs, je vais essayer différents mets de différentes cultures pour puis je vais essayer d'apprendre à en faire par moi-même, des sushis, là, puis inventer mon sushi, puis d'explorer. Il y a des cuisiniers qui sont continuellement en recherche de création culinaire. Ils sont, ces cuisiniers-là, même si on parle de bouffe, là, on n'est pas au plan physiologique, on est dans de la créativité, dans de la recherche, puis ils sont dans l'actualisation. Là, je demande pour quelle raison je serais dans estime. Oui, vas-y donc. Chef qui participe à un concours de cuisine, qu'à la fin. Pour gagner un prix, oui, c'est la seule raison que je cherche. Toi, tu allais dire quoi? Même chose? Ouais, mais ça pourrait être, vous savez que de ce temps-là, c'est pas winner de manger de la viande rouge. Puis de plus en plus de gens valorisent l'environnement, la nourriture équitable, et responsable, écologique, fait qu'il faut manger écolo, puis il faut manger vegan ou végétarien. Fait que quelqu'un pourrait se vanter d'être végétarien parce qu'il a des valeurs humanistes, environnementales et tout. Et c'est pas de l'appartenance, ça? Quelqu'un qui dit, moi, je suis avec les... Si je dis se vanter de, c'est pour impressionner les autres. Tandis que si j'ai une gang d'amis qui sont végétariens, puis moi j'ai besoin d'amis, je vais me mettre à être végétarien pour être ami avec eux. Est-ce que vous comprenez que vous devez élaborer vos phrases de telle sorte que vous me présentiez de façon explicite l'argument spécifique au niveau de besoin? Fait que quand tu parles avec quelqu'un, puis que tu veux évaluer le niveau d'épanouissement de sa personnalité au plan motivationnel, il ne faut pas juste que tu regardes qu'est-ce qu'il aime, mais il faut que tu explores pour quelle raison il aime cet objet-là. Qu'est-ce que ça lui apporte fondamentalement? Puis il y a plein de mots de vocabulaire qui sont révélateurs. Fait qu'il faut juste être à la recherche du mot de vocabulaire qui prouve l'argument spécifique à un niveau de besoin en particulier. Fait que je peux être en soins infirmiers. Là, au plan physiologique, ce serait difficile. Là. Pourquoi tu es en soins infirmiers? Sur le plan physiologique, parce qu'il faut que les soins infirmiers te fassent à manger tout de suite. Peut-être que je serais en soins infirmiers parce que quand tu es inscrit au cégep, la cafétéria, c'est pas trop cher, puis tu peux profiter de la bouffe moins chère que. Fait qu'à tous les jours, tu peux manger. Ça serait pas une grosse motivation pour besoin de sécurité, ça c'est plus clair. Il y a plus de 50% des gens qui sont en soins infirmiers qui sont en soins infirmiers parce qu'il y a de la job là-dedans. Puis quand ils arrivent en soins infirmiers, ils trouvent ça raide en tabarouette parce qu'il y a des exigences sur la maîtrise du langage. Vous savez que, je pense que c'est Jean-Marc qui me disait ça, que qu'est-ce que tu disais comme statistique, Jean-Marc? Le premier problème le plus important pour le manque de réussite scolaire ou professionnelle, c'est le manque de maîtrise de la langue. La première cause d'échec en soins infirmiers, c'est la non-maîtrise de la langue. C'est pas une question d'intelligence. Parce que, puis en plus, il y a eu des problèmes à Sainte-Justine là, sur 2 bébés qui sont morts à cause d'une mauvaise opération mathématique. Au lieu de le faire pour 100 millilitres, ils l'ont fait pour 1 litre. Les deux bébés sont morts à cause de, je sais pas trop, de potassium, je pense. Puis crème, c'est facile. Une règle de 3, là, c'est en secondaire 1 qu'on fait des règles de 3. Puis là, les infirmières sont fait que... Tu capable de lire tes chiffres. Le petit point, c'est banal, un point. Non, mais c'était parce qu'il avait préparé avant même que le médecin avait donné l'ordonnance. Puis aujourd'hui, comme ils sont habitués à avoir une ordonnance avant, fait qu'ils ne font plus les calculs, c'est tout le temps le médecin qui le fait. Personne n'a vérifié. Eux autres, ils avaient déjà préparé, avant même que le médecin ait fait l'ordonnance, ils ont donné le sommité sans même revérifier. Sans même revérifier. Fait qu'on peut être en soins infirmiers par besoin d'appartenance, à un groupe, solidaire, besoin d'estime, parce qu'en soins infirmiers, c'est quand même une profession qui est prestigieuse. Moins que médecin. Mais il y a des gens qui sont en médecine juste pour le prestige que ça apporte, pas parce qu'ils ont le goût de sauver le monde. C'est pas tout le monde. Là. Chaque individu
Tu regardes 5 personnes qui font la même chose avec le même objet, tu as 5 individus qui ont des motivations complètement différentes. Grosso modo. Alors, nous allons prendre une pause maintenant de 15 minutes. Donc, à E24.